vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on est le lundi 30 décembre 2024. Et on est bien sûr en direct avec vous sur Canal Algérie jusqu'à 11h30. Aujourd'hui, dans l'émission Partie débat, donc deuxième partie de l'émission, nous parlons de l'amour. L'amour maternel qui est souvent présenté comme un don inestimable. Mais qu'en est-il lorsque cet amour devient un véritable fardeau? On en parle aujourd'hui. Le thème est le suivant: maman toxique quand l'amour devient poison. Sur le plateau, nous recevrons Madame Nesrine Selman, elle est psychologue, nous en parlerons avec elle. Donc si vous avez des questions, si vous voulez nous appeler pour témoigner, une seule chose à faire, nous appeler dès à présent. Laissez votre numéro ou laissez votre question pour participer au débat tout à l'heure. Le numéro s'affiche, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Mais avant cela, nous allons commencer en douceur avec les filles. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Bonjour Widette. Bonjour Mounia. Spécialiste santé de l'émission, l'avis de l'expert avec toi. Et de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? De l'atout. Voilà, l'atout, cette mélodie discordante, justement, qui brise l'harmonie du corps. Et nous allons comprendre le mécanisme de l'atout, comment la soigner, et parler surtout des antitussifs, qui ne sont pas forcément bons pour la santé. Oui. Et avec nous, Lina. Bonjour Lina. Bonjour Mounia. Lina Derhamchi, avec ta rubrique Vitalité et bien-être. Exactement. Aujourd'hui, tu nous parles aussi de la maternité, mais Absolument. comment autrement? Alors, l'instinct, une leçon d'instinct, la maternité dans la nature. Voilà, très bien, ça marche. Mais avant cela, mesdames, je vais vous parler d'un sujet qui fâche peut-être, qui fâche beaucoup. On va parler du ménage. Oh. La corvée, le ménage. Est-ce que vous aimez faire le ménage ou est-ce que vous avez commencé à faire le ménage assez tôt? Pour On ma va part, dire oui. Moi, j'ai commencé à faire le ménage très très tôt et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est une obsession. D'accord. Alors, oui, j'aime bien frotter, j'aime bien quand tout est propre, tout est clean, surtout au niveau de la cuisine. Très bien. Et toi? Oui, j'ai commencé très jeune. Je suis la fille unique, donc voilà, j'ai pas le choix. automatiquement. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler de la flemme du ménage. On va dire fini la flémingite. J'invente des mots aujourd'hui. Donc fini la flémingite. Pourquoi faire la vaisselle ou faire le parterre, faire le ménage, tout simplement, rend vos enfants plus malins. C'est tout de suite dans l'info du jour. Alors si vous pensiez que faire le ménage était une perte de temps, c'est bien le contraire, c'est un investissement pour l'avenir des enfants. Alors, il y a une étude scientifique sérieuse, et je vais vous la dire tout de suite, il faut l'annoncer. Alors l'étude, c'est une étude australienne, des chercheurs de l'université de la Trobe, voilà, à Melbourne, ont découvert que les enfants qui effectuaient régulièrement des tâches ménagères développaient des super pouvoirs. Waouh. Voilà. Exactement, pour leur cerveau, bien sûr. Oui, d'être toi et moi, on a développé des super pouvoirs. Je pense, oui. C'est pour ça que vous êtes sur le plateau de Ma famille, ma vie. C'est pas pour rien. Exactement. Alors, ces super pouvoirs sont les fonctions exécutives, la mémoire, la capacité de se concentrer, et puis la planification et la résolution de problèmes. Voilà. Comment ça marche et pourquoi ça marche? Alors, l'apprentissage par action. Donc, en faisant la vaisselle, votre enfant apprend à organiser ses gestes, à gérer son temps et à mener une tâche bien. C'est comme un petit moi qui gère correctement ses petites tâches, dans une version petite de nous. Nous, on gère nos tâches du quotidien au travail et tout ça. Mais lui, on lui apprend dès le jeune âge à bien gérer ses tâches et ça va lui servir plus tard. Donc aussi le développement de l'autonomie. En étant responsable de petites tâches, votre enfant gagne en confiance et en autonomie. Il se sent utile et valorisé parce qu'il est là à rendre service à papa et à maman. Ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir, exactement. Et puis, il rend service et puis ils se sont valorisés. Tout à fait normal parce que c'est un adulte, ce n'est plus un enfant à qui on dit non, tu es trop petit pour ça ou autre chose. Donc voilà. Alors les bénéfices à long terme, un meilleur résultat scolaire. Qui l'aurait pensé avoir un meilleur résultat scolaire? Meilleur résultat scolaire rien qu'en faisant le ménage à la maison. Alors comment ça marche? Les enfants qui ont développé des bonnes fonctions exécutives sont souvent plus à l'aise à l'école. Ils comprennent mieux les cours, se concentrent plus facilement et sont plus efficaces parce qu'ils ont tout simplement commencé tôt à faire le ménage à la maison avec maman et papa. Ouais. Alors,
Ces compétences acquises dès le plus jeune âge sont précieuses pour réussir dans les études et dans le travail, dans la vie en général. Donc, il est important d'apprendre à ses enfants de faire le ménage. Alors, comment mettre ça en pratique? C'est vrai qu'en pratique, c'est pas évident. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des mini-esclaves à la maison. Pas du tout. Pas du tout. Les tâches, c'est assez simple. Demander à l'enfant de prendre son assiette et de mettre à l'évier quand il a fini de manger, de ranger avec maman, de prendre les couverts et tout ça, ou de poser la table, faire le tri du linge. Je l'ai testé à la maison et je peux vous dire que ça marche très bien avec les enfants. Allez, venez, on va faire une machine. Et puis là, on fait le tri. Voilà, ça c'est les blancs, ça c'est les couleurs foncées, ça c'est les couleurs un peu vives. Et puis faire le tri, appuie sur ce bouton, appuie sur celui-là. Ça les valorise, ça leur donne de la confiance en soi. Et puis, on fait ça comme un jeu aussi. Et donc, puis, ils apprennent à devenir responsables. Voilà. Ouais. Et puis, un peu ludique. Pas, va faire tes tâches, range ta chambre. Comme une activité. Comme une activité amusante pour les enfants. En conclusion, on va tout simplement dire, faire la vaisselle, c'est bien plus qu'une simple corvée. Faire la vaisselle, le ménage, passer peut-être le balai ou l'aspirateur. C'est plus qu'une corvée, c'est un investissement pour l'avenir de vos enfants. Alors, à vos serpillères, prêts, partez, on y va. Tout simplement, faites faire le ménage à vos enfants, ils seront plus responsables, ils gagneront. On voit déjà les enfants, déjà quand ils sont petits, ils apprennent aussi à jouer à la dinette. Ils imitent les parents, ils aiment faire comme les grands, faire à manger, faire leur petite popote, même si c'est avec une petite dinette. Maman, je vais faire passer le balai, acheter des petits balais pour eux et tout ça. C'est positif, c'est bon pour eux. Donc, ne culpabilisez pas si vous demandez à votre enfant de ranger sa chambre ou de mettre la table ou de faire le linge avec vous. Voilà. C'était l'info du jour aujourd'hui. Merci, Mounia. Je vous en prie, les filles. Et tout de suite, nous passons à la vie de l'expert et on va parler de tout. La toux, c'est aussi la saison de la toux, n'est-ce pas, Wided? Oui, on ne l'aime pas, mais... Mais elle est utile. Oui. Exactement. La vie de l'expert, c'est tout de suite. Justement, toi, tu as mis ton châle parce que tu as eu un petit coup de froid. Exactement, on va le dire. Oui, il fait un peu frais. C'est d'ailleurs, heureusement que maintenant il fait frais avec toute la chaleur qu'on a eue durant cet été. Exactement, voilà. Et puis, il faut savoir que les studios, en général, il fait un petit peu frais pour le matériel et tout ça. Il y a une climatisation, donc de temps en temps, on grelotte un petit peu. Est-ce que le froid occasionne des toux, justement, docteur? Oui, justement. Donc, la toux. Alors, c'est quoi au juste? Il y a la toux. Comment on pourrait expliquer la toux? Une définition. La toux, c'est un réflexe naturel. Donc, c'est vrai qu'on ne l'aime pas, mais c'est l'un des systèmes de défense de notre corps. Donc, c'est un signe que notre corps et notre immunité est en train de travailler. Et on ne sait pas parfois donc typer notre toux. Donc, quand on part chez le médecin ou chez le pharmacien, on souffre d'une toux, mais on ne sait pas parfois la décrire. Et on nous pose toujours la question, est-ce que c'est une toux sèche ou grasse? Une toux grasse. Justement, voilà. on a des toux à te faire écouter. Et justement pour faire la différence entre une toux grasse, une toux sèche et tout ça. Justement. Alors, donc ça c'est une toux sèche. D'accord. Voilà. Toux sèche, c'est celle qui gratte dedans. Exactement. Donc il n'y a pas d'expectoration, il n'y a pas de, c'est pas productif, il n'y a pas de mucus, il n'y a pas de sécrétion. Donc c'est une toux qui irrite, donc qui est gênante. Généralement, elle est due à quand on a le nez qui coule par devant, donc il coule aussi par derrière, et ces sécrétions qui vont descendre dans la gorge qui vont provoquer cette toux. Donc c'est une toux réflexe. C'est notre corps qui va agir. Et si cette toux, elle va encore descendre dans nos branches, donc dans le poumon, là, ça va donner ce qu'on appelle la toux productive ou la toux grasse. Donc, il y aura des expectorations et du mucus qui va sortir avec des sécrétions. Donc, c'est de différentes couleurs de sécrétion et c'est la toux grasse. Voilà. D'accord. Je ne sais pas si on a un bruit de toux grasse. Vous me dites dans la régie si on a, on va le faire. Je pense que non, on a déjà la toux sèche, on fait bien la différence. Voilà. C'est celle qui gratte au fond de la gorge. Et puis on a soif tout de suite après, ça brûle un petit peu, n'est-ce pas? Exactement. Donc ça brûle, c'est gênant. Donc généralement c'est une quête de toux, ça ne s'arrête pas. On a tendance à vouloir prendre de l'eau pour soulager cette toux. Voilà. Quelles sont les causes les plus fréquentes justement de la toux? Alors la toux, il existe plusieurs causes. Les plus fréquentes sont les infections, notamment virales et bactériennes. C'est le moment, donc avec le froid, vous savez très bien que c'est on va dire le climat idéal pour la propagation des virus. Donc on aura cette justement irritation et donc des voies aériennes supérieures et inférieures, ce qui va donner cette toux. Donc je vous ai dit qu'il y aura ce nez qui va
couler. Et le jetage postérieur, donc ça va provoquer une toux. Ça commence parfois par une toux sèche et ça va donner par la suite une toux grasse. Et on écoute justement une toux. Là, c'est une toux grasse, voilà. Donc, il y a des sécrétions. Voilà, ça, c'est la toux grasse. Comme ça, on fait bien la différence. Exactement. Donc, la toux grasse, c'est important de regarder les sécrétions, de voir la coloration. Est-ce que c'est des sécrétions blanchâtres, pardon? Est-ce que c'est des sécrétions jaunes ou verdâtres? Parfois, il y a du sang dedans. Donc, on regarde les sécrétions. C'est important de les décrire au médecin. Ça va nous aider pour poser le diagnostic. Et comment faire la différence entre une toux bénigne et une toux qui nous fait consulter, quoi, où on a besoin de consulter l'avis d'un médecin? Exactement. Donc, la toux, si elle va durer quelques jours avec le syndrome grippal, pardon, donc c'est passager. Ça va disparaître, il n'y a pas de problème, donc on ne s'inquiète pas. Mais si c'est une toux persistante qui dure dans le temps, donc qui va durer jusqu'à un mois et demi, là, on doit s'inquiéter. Ça peut cacher une maladie qui peut être parfois plus ou moins grave, notamment si ça s'accompagne avec des sifflements. Ça peut être un asthme ou ce qu'on appelle donc la bronchopneumopathie obstructive, ou bien parfois une tuberculose. Donc si ça s'accompagne par d'autres symptômes, notamment un amaigrissement, une perte d'appétit, donc une fatigue intense. Et puis ça peut parfois donc être un signe d'un cancer bronchique chez certains patients. Donc il faut s'inquiéter quand ça dure dans le temps, quand c'est une toux chronique, il faut aller consulter. C'est pas toujours grave, donc on insiste sur ce point, mais ça peut cacher une maladie quand même importante, donc une maladie sérieuse. Voilà. Quand c'est une toux bénigne qui dure quelques jours, on fait rien, on prend pas de traitement ni quoi que ce soit? Alors si c'est une toux sèche, généralement, donc on va déjà d'abord, si la personne c'est un fumeur, donc il faut arrêter de fumer ou éviter le tabagisme passif, rester avec des gens qui fument, et puis aérer la maison, donc nettoyer le nez, parce que déjà on a dit que la cause c'est justement ces sécrétions du nez, et aussi donc il faut éviter les antitussifs. Oui. Donc on ne prend pas d'antitussifs, on laisse le corps donc agir, et on peut utiliser des remèdes naturels à la maison, donc par exemple du miel. Oui. Ça hydrate donc la gorge et c'est un anti-inflammatoire. Voilà, du miel tout seul. Voilà, miel, une cuillère de miel avec du citron, oui, voilà, gingembre. Donc, exactement, donc une petite tisane de thym aussi, ça peut humidifier donc, les voies aériennes, et justement donc, ça va hydrater la gorge, donc boire beaucoup d'eau aussi. Et aussi on peut utiliser donc, quelques remèdes, notamment de l'oignon aussi. Oui, on a l'astuce de l'oignon, alors je ne sais pas si ça marche, c'est de prendre une moitié d'oignon, il y en a même qui piquent des clous de girofle, et puis laisser ça sur sa table de nuit. Oui, ça peut aider. Ça peut aider. En fait, ça va donner donc, on va dire de l'air ou des gaz qui sont dans cet oignon, qui vont aller justement humidifier l'air qui est dans la chambre. Donc, ça va nous aider à bien respirer, à soulager cette toux. Aussi, on peut l'utiliser. Donc, on peut le faire bouillir dans de l'eau pendant 10 minutes. Donc, et faire gargariser ou juste inhaler cette vapeur. Voilà. Il y a une autre astuce, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais nous, personnellement, quand j'étais plus jeune, quand je tombais malade et que je toussais et tout ça, c'était l'omelette avec de l'huile d'olive et beaucoup d'ail surtout. Est-ce que ça marche? En fait, l'oignon ou l'ail, donc c'est des aliments qui contiennent, ils ont des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes. Donc oui, c'est très très bon pour notre santé. Il faut d'ailleurs en consommer tous les jours, mais quand on est malade, c'est bien de faire cette petite cure que nos mamans ont l'habitude de nous faire. Donc du miel, citron, oignon, gingembre, tisane, l'huile d'olive surtout. Oui, voilà, ce petit mélange de nos mamans, mais il est très bon pour la santé et ça va nous aider à on va dire, passer cette petite période gênante de toux sèche surtout. Lutter contre cette toux. Donc lutter contre cette toux. Et puis justement, même s'il n'y a pas d'études scientifiques sérieuses concernant l'oignon et tout ça, mais le fait de le faire, ça a un effet placebo en quelque sorte. Ça nous apaise, on se dit, ça me fait du bien, je vais me sentir mieux après. Et puis ça se joue dans la tête, quoi. Exactement, oui. Donc
Je vous ai dit, ça va pas nous faire du mal, donc pourquoi ne pas utiliser, voilà, et essayer. Donc, on peut utiliser aussi les huiles essentielles, faire attention quand c'est des enfants. Donc, et si on est allergique aussi, il faut faire attention avec les huiles essentielles. Aérer la maison, c'est important. Et aussi, il faut faire attention aussi à un point très important, si c'est une toux qui vient la nuit. Donc, généralement, il faut bien se couvrir parce qu'il peut s'agir d'une toux allergique. Et si ça vient toutes les nuits, donc il faut se poser la question et demander signaler ça à son médecin, donc dire qu'il s'agit d'une toux nocturne. Il peut s'agir d'un reflux gastro-œsophagien. C'est en fait les liquides qui sont dans l'estomac qui vont remonter dans l'œsophage, qui vont provoquer cette toux, donc ce réflexe. Et la solution, ça sera juste de surélever la tête la nuit, donc juste mettre 2 coussins et ça va régler notre problème. Et rentrer dans l'ordre. Exactement. On rappelle que les antitussifs, il faut mieux les éviter, qu'au contraire, ça peut aggraver la situation, surtout chez les enfants. Exactement. Donc, surtout quand c'est une toux productive, laisser le corps faire sortir les sécrétions. Au contraire, c'est un réflexe. Donc, il nettoie les branches. C'est pour ça qu'on est en train de tousser. Il y a tous les muscles de la respiration qui sont mis, donc ils sont en train de travailler pour faire sortir les sécrétions. Donc, on respecte, on peut aider. Donc, on peut donner parfois ce qu'on appelle les mucolytiques. Donc, pour aider encore à faire sortir. Bon, ça ne prouve pas vraiment son efficacité, mais parfois on peut prescrire. Mais sinon, ça va rentrer dans l'ordre. Au contraire, il faut tousser, il faut faire sortir ces sécrétions. Très bien. Voilà. Merci Ouidet. Merci à vous. Et tout de suite, nous allons vers la nature, la maternité dans la nature. Une leçon d'instinct, c'est tout de suite avec toi dans Vitalité et Bien-être. Alors, on parle de maternité avec toi et de nature. Tu nous expliques. Alors, en règle générale, lorsqu'on parle de maternité, on se dit que c'est une création humaine. Alors que c'est totalement faux. La maternité, elle existe depuis des millénaires et ça, on le remarque même chez les animaux, donc chez tous les êtres vivants, justement. Et on a tendance à comparer, il y a des études scientifiques qui ont prouvé cela, il y a une comparaison qui a été faite entre l'instinct maternel chez un être humain et l'instinct maternel chez les animaux. Et on remarque que, par exemple, il y a beaucoup de points de ressemblance, ce qui est tout à fait normal, car ça reste un instinct, justement. Et à la seule différence que l'être humain, donc une maman, sera beaucoup plus attachée à son enfant et donc aura un peu plus du mal à lâcher prise qu'un animal. Mais si on fait le tour à propos de tout ce sujet, c'est d'ailleurs un sujet très fascinant, car c'est un instinct, certaines personnes pensent qu'on est avec, tandis que d'autres disent qu'on grandit avec. D'accord. Mais ce n'est pas toujours une science exacte. Alors il y a certaines mamans qui naissent justement avec cet instinct, et ça on le remarque. Donc c'est un instinct qui est transmis de génération en génération, et ça diffère de toutes les cultures. C'est des mamans qui ont déjà, c'est des femmes qui ont déjà cet instinct avant d'être maman. Avant d'être maman, absolument, voilà. Oui. Et ça, c'est un rapport avec la culture. Si on voit par exemple notre culture arabo-musulmane, nous, on a grandi, programmé, on va dire, à l'avance. Voilà, on va grandir, on va également éduquer des enfants, on va s'occuper de notre foyer. Tandis que si je prends par exemple un autre exemple, qui a d'ailleurs épaté les chercheurs, c'est par exemple les femmes amazoniennes, les guerrières. Elles, par exemple, n'avaient pas cet instinct maternel. Au contraire, elles avaient un instinct de fidélité et de loyauté envers leur peuple, mais pas envers leurs enfants. Et ça diffère d'une culture à une autre. Si on va également vers l'Europe ou vers l'Amérique, ça change également parce qu'on retrouve cet instinct maternel, mais à courte durée. À un certain moment, la maman finit par se détacher, lâcher prise de son enfant et le laisser voler de ses propres ailes. Exactement. Donc ça diffère d'une culture à une autre. Chez nous, les enfants, ils sont là et ils restent avec nous. Exactement. Même s'ils grandissent, le lien reste fort avec nous, entre parents et enfants. Et puis, je pense aussi, c'est dans l'éducation et la culture. On a plus de familles nombreuses et on s'occupe de ses petits frères, de ses petites sœurs. On a déjà cet instinct quand on est petit parce qu'on participe avec la maman à ça, alors que peut-être qu'en Europe ou aux États-Unis, ce n'est pas la même chose, c'est des micro-familles nucléaires plus réduites. Et donc c'est un enfant, 2 enfants, et puis c'est la maman qui s'occupe de tout, mais à partir de 18 ans, tu vas voler de tes propres ailes, mon enfant, et je suis là, oui, mais
pas comme chez nous, quoi. Oui, alors que nous, chez nous, ce n'est pas du tout la même chose. L'enfant peut toujours compter sur sa mère ou sur ses parents, et puis la mère restera toujours attachée à son enfant. Oui. Or, là-bas, le lâcher-prise, ils y donnent beaucoup d'importance. C'est important aussi de lâcher prise. On le verra. Mais pas beaucoup. Je vais en parler également. Faire l'équilibre. Exactement, Voilà. exactement. Et c'est ça justement la clé, c'est de faire l'équilibre. Car le lâcher-prise reste important, mais on ne va pas lâcher prise totalement et puis on ne va pas resserrer également un peu trop. Mais si je prends d'autres exemples, Oui. on a l'habitude de répéter une phrase qui revient souvent. Donc ça, c'est vraiment pour prouver que la maternité existe depuis des millénaires. On a l'habitude de dire comment on appelle la terre. Notre terre, mère, nourricière. Exactement, la mère nature. Mère Oui, nature. mère nature. Exactement. Et donc ça existe depuis des millénaires. Pourquoi on l'appelle comme ça? Car justement, on respire l'air de cette nature et puis elle nous nourrit, on va dire. Mais on remarque aussi que même la nature a ses limites. C'est vrai. C'est une chose qui nous prouve également que l'instinct maternel doit avoir des limites, Des limites également. aussi. Exactement. Il ne faut pas être trop contrôlante, trop présente, trop soucieuse de Absolument. tout. Et Voilà. c'est là où on revient justement vers le lâcher-prise. Le lâcher-prise reste très important. D'ailleurs, il lie le lâcher-prise à un acte d'amour et de foi. Parce que lorsqu'on lâche prise, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne va plus donner de l'importance On à n'abandonne notre pas. enfant. Voilà. Exactement. Ça veut simplement dire qu'on espace et puis qu'on se retire, mais qu'on observe de loin. Et qu'on fait confiance. Exactement, surtout. c'est très important. Et donc lorsqu'on parle de lâcher prise, je donnerai également des exemples à ça. Si on parle de lâcher prise, on va parler des mamans par exemple qui laissent leur enfant voyager seul ou aller faire leurs études à l'étranger. Pas toujours évident. Déjà, les laisser aller passer la nuit chez papy, mamie, ou aller, quand ils sont petits, c'est déjà une épreuve pour les parents, Exactement. surtout s'ils sont très attachés à leurs enfants. Absolument. C'est déjà une épreuve. Ils vont passer la nuit chez les grands-parents ou avec une cousine. C'est toujours, aujourd'hui, c'est allô, parce qu'il y a le téléphone et tout ça. Allô, tout se passe bien, rien ne manque, ça se passe bien. Exactement. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, pour partir, quitter le nid familial et... Ça reste compliqué et délicat. Ouais, ça reste délicat pour beaucoup de mamans. Mais ça, c'est un rapport aussi avec le lien biologique. Biologique, oui. Parce que comme j'ai dit, parfois c'est lié biologiquement et puis parfois, justement, on acquérit cet instinct avec le temps. Mais si on va vers la biologie, si on rentre vraiment dans l'instinct maternel, on verrait que, en règle générale, c'est à l'accouchement. Oui. Lorsqu'une maman accouche, il y a l'hormone de l'amour qui se sécrète et justement il y a ce lien qui se crée avec son enfant. Après, il y a également des études qui ont prouvé que ce ne sont pas toutes les mamans qui ressentent ce lien immédiatement. Elles finissent par le ressentir plus tard parce que certaines mamans ressentent une dépression. Voilà. Pour ne pas culpabiliser. Justement. Exactement. Voilà. Mais en règle générale, c'est à ce moment-là, si toutefois durant toute notre vie et notre enfance, on n'a pas eu cet instinct maternel, on finit par l'acquérir justement après l'accouchement. Voilà. Et ça, c'est le lien biologique. Il faut savoir couper le cordon aussi, Exactement. en quelque sorte. Là, encore une fois, on reparle de lâcher prise, ce qui est très important. Le fait de rester à la bonne distance. Exactement. Faire confiance surtout, c'est quelque chose que tu as dit qui est très important. Et l'équilibre également, quelque chose que tu as dit et qui est très important. Très bien. Voilà. Laisser son enfant faire ses choix aussi. Oui, c'est très important. C'est très important. Il ne faut pas toujours être là. Et ça renforce la confiance en soi de l'enfant aussi. Absolument. Parce qu'à trop le protéger, à trop être là à chaque expérience, ne pas le laisser faire ses expériences, ne pas le laisser chuter pour pouvoir se relever, le jour où la maman n'est plus là, où le papa n'est plus là, il aura du mal à se relever. Absolument. Donc il faut cultiver ça dès le jeune âge. Merci Lida. Oui, je t'en prie. Merci les filles. Merci. Alors, Avec plaisir. juste petite question. On est le 30 décembre. Ça sent la fin. C'est la fin de l'année 2024. Des résolutions? On va se voir demain. Exactement. On Alors, pourrait bon, en parler demain. Demain pour le 31, donc on vous retrouve demain, toutes les deux pour le 31 décembre 2024, donc le dernier jour de l'année 2024, et j'attends vos résolutions. D'accord. Compris? Parfait, sans faute. Ça marche. Merci les filles. Merci à toi. Et tout de suite, nous passons à la deuxième partie de l'émission avec le thème Maman toxique quand l'amour devient poison. Je vous rappelle le numéro de téléphone, c'est le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Une petite pause et on revient.
retour sur le plateau de Ma famille, ma vie. Et aujourd'hui, nous parlons des mamans toxiques. Alors, maman toxique quand l'amour devient poison, c'est le thème du jour. Alors, derrière l'image idéalisée de la mère, oui, femme et mère parfaite, se cachent parfois des réalités bien plus complexes. La relation mère-enfant est la relation la plus importante de la vie de tous. Mais lorsque cette relation devient toxique, elle laisse des traces indélébiles. Et nous en parlons aujourd'hui avec notre invité, avec vous, bien sûr. Vous pouvez nous appeler au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Céline Selman. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, le plaisir toujours pour moi d'être parmi vous. Plaisir partagé. Alors vous êtes psychologue et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet, on va dire, qui reste tabou, Oui. difficile à admettre qu'une maman puisse être toxique. Et nous allons en parler et justement. Qu'est-ce qu'une mère toxique? On va commencer par la définition. Je sais que pour les téléspectateurs et beaucoup de personnes, une maman toxique c'est inconcevable, mais on va partir sur une définition pour essayer de comprendre tout ça. Exact. Et par la suite, on va faire une différence entre une mère qui est plus surprotectrice et toxique. Comme ça, ils vont bien comprendre la différence. Alors, une mère toxique, c'est une mère dont les comportements nuisent au bien-être psychologique, émotionnel et physique de l'enfant. D'accord? Ces comportements peuvent être inconscients, mais qui vraiment marquent le développement de l'enfant. C'est des mamans qui utilisent la manipulation, la dominance et parfois la violence dans leur comportement. Alors, je donnerai exemple, une mère qui est souvent et constamment dans les critiques. Oui, qui critique beaucoup l'enfant. Alors, il y a des signes révélateurs, oui, les signes révélateurs, c'est un contrôle excessif. Voilà. Elle décide tout pour l'enfant et ne prend jamais en considération ce que l'enfant veut ou lui demande, par exemple, ou l'introduit dans la prise de décision. Il y a les critiques constantes, comme on a dit. C'est exemple la comparaison aussi, les moqueries aussi de l'enfant. Elle peut se moquer assez facilement. Il le compare soit avec ses frères, soit avec les autres. Il y a la manipulation émotionnelle aussi. Elle utilise beaucoup la culpabilité et on retrouve par la suite des enfants qui sont beaucoup avec un manque d'estime de soi et des enfants qui culpabilisent pour tout et n'importe quoi. D'accord? Il y a l'absence émotionnelle aussi. C'est une maman qui est pratiquement absente. Émotionnellement, elle n'est pas présente. Ici, on peut parler d'ignorance. Elle est juste dans le donner des ordres. D'accord. Voilà. Ou dans le faire à manger, s'occuper de l'enfant, il est propre, il est habillé, il est donc dans les besoins. Dans les besoins primaires, oui, elle est dans les besoins primaires, mais la façon d'être dans les besoins primaires aussi, elle est très exigeante. D'accord. Voilà. C'est une image, elle veut se prouver une image à elle-même. La mère toxique est sur prouver à elle-même une image et se montrer. C'est des mères qui sont soit très narcissiques, elles s'aiment beaucoup, soit qui sont vraiment dans la victimisation. D'accord. Voilà. Et le chantage affectif aussi? Beaucoup, bien sûr, il y a le chantage affectif. On va parler de ça et des résultats que ça va donner sur l'enfant par la suite. Alors, justement, on va rappeler le thème de l'émission d'aujourd'hui. Alors, maman toxique quand l'amour devient poison. C'est le thème d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez nous appeler, nous poser des questions ou témoigner nous appeler sur le numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre journaliste Yasmine Chouir qui nous parle des mamans toxiques et on revient tout de suite après. Considérée comme inconditionnelle. Pourtant, pour certains, la maternité peut prendre une forme bien plus complexe, voire destructrice. Comment expliquer ce phénomène où la relation mère-enfant devient toxique? Quel impact cela peut-il avoir sur le développement des enfants et comment s'en sortir? Le terme de mère toxique désigne une mère dont le comportement est émotionnellement nuisible pour son enfant. Il peut s'agir d'abus, de négligence émotionnelle, de manipulation psychologique ou de critiques incessantes. Mais derrière ce terme se cache une réalité plus complexe. Une mère toxique n'est pas nécessairement une mauvaise personne. Elle peut simplement être piégée dans ses propres démons. D'un point de vue psychologique, la mère toxique peut être l'effet de son propre passé non résolu. De nombreuses études montrent que des mères ayant vécu des abus émotionnels ou physiques dans leur propre enfance reproduisent ces schémas de comportement, parfois sans même en être pleinement conscientes. La génétique, les troubles de la personnalité et des facteurs environnementaux peuvent également jouer un rôle dans cette dynamique. Les psychologues identifient plusieurs types de comportements caractéristiques de la mère toxique. Parmi eux,
L'une des plus fréquentes est la manipulation émotionnelle. Une mère toxique peut utiliser la culpabilité, la honte ou la menace d'abandon pour obtenir ce qu'elle veut de son enfant. Elle peut également faire preuve de négligence émotionnelle, c'est-à-dire de ne pas répondre aux besoins affectifs de son enfant, le laissant se sentir invisible ou rejeté. Cette dynamique peut créer chez l'enfant un profond sentiment d'impuissance, d'anxiété et de confusion. Lorsqu'un enfant est constamment jugé, critiqué ou même ignoré par sa mère, il développe des mécanismes d'adaptation qui peuvent affecter son estime de soi et son identité. Les symptômes les plus fréquents chez les enfants de mères toxiques sont la dépression, l'anxiété et des difficultés relationnelles. En effet, grandir dans une atmosphère où l'on est constamment rabaissé ou manipulé peut rendre la formation des relations saines très difficile plus tard. Cette forme d'abus émotionnel peut aller jusqu'à influencer leur comportement en tant qu'adultes dans leur vie professionnelle et personnelle. Cependant, il existe un chemin vers la guérison. Reconnaître la toxicité d'une relation parent-enfant est une première étape fondamentale. Les psychothérapies, comme la thérapie cognitivo-comportementale ou la thérapie des schémas, peuvent aider les adultes à déconstruire les croyances limitantes et à guérir des blessures laissées par une enfance marquée par l'abandon émotionnel. Sortir d'une relation toxique, même avec un parent, peut prendre des années, mais c'est possible. Il est essentiel de rappeler que le rôle d'une mère est de soutenir et d'élever son enfant dans un environnement sûr et aimant. Mais il est tout aussi important de comprendre que la maternité, loin d'être instinctivement parfaite, est marquée par des failles humaines. Le changement est possible, pour la mère comme pour l'enfant, mais il nécessite une prise de conscience et un travail sur soi. C'est une histoire complexe, mais qui peut se transformer en une histoire de résilience et de réconciliation, si on ose regarder la vérité en face. Oser regarder la vérité en face n'est pas toujours évident, justement. Aujourd'hui, nous parlons des mamans toxiques. Mamans toxiques quand l'amour devient poison, c'est le thème du jour. Et bien sûr, vous pouvez nous appeler pour témoigner ou poser des questions au numéro qui s'affiche en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Donc, nous avons vu aussi la définition de la maman toxique, mais existe-t-il justement des profils types de mères toxiques? Oui, il y a la mère narcissique. Elle veut être le centre de tout, c'est-à-dire c'est grâce à elle que l'enfant est ainsi, et si elle n'est pas elle présente, l'enfant ne pourrait pas être présent, d'accord? Il y a la mère contrôlante, elle limite l'autonomie de l'enfant et impose les choses à faire. D'accord. Voilà. Justement, je pense qu'il y a des mamans derrière qui peut-être vont se sentir un petit peu, vont culpabiliser. C'est pas parce que je suis un petit peu contrôlante avec mes enfants que je suis forcément une maman toxique. Non, on va donner la différence. Hein. C'est vrai qu'on va se poser plein de questions. Il y aura des mamans qui vont se poser plein de questions, oui. Mais la différence, elle va être bien claire. Hein. D'accord. Elle va être bien claire. Il y a la mère absente aussi. Émotionnellement, elle est vraiment absente. Elle ne répond à aucun besoin affectif ou émotionnel de l'enfant. Elle est dans l'abandon, dans le rejet, dans l'ignorance, et ça crée une frustration chez l'enfant et une confusion aussi. Est-ce que maman m'aime? Est-ce que je fais les choses bien? Est-ce que parce qu'elle n'est pas comme ça, parce que je fais les choses mal? Est-ce que ça fait rentrer l'enfant vraiment dans une confusion avec lui-même? D'accord, très bien. Alors justement, quelle est la différence entre une mère surprotectrice et une mère toxique? Une mère qui veut un petit peu contrôler, qui est là pour surtout protéger qui contrôle, c'est pas qui veut contrôler, qui contrôle. Qui protège aussi Non, qui contrôle. Allez-y, appelez ça comme ça doit s'appeler. Hein. Pour ne pas culpabiliser les mamans, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de mamans qui aimeraient protéger leurs enfants de tout danger extérieur. Donc, quand on est dans la surprotection, on n'aimerait pas qu'ils vivent les mêmes expériences que... Je me dis, j'aimerais pas que mes enfants vivent la même expérience que j'ai vécue, qu'ils aient les mêmes déceptions. Mais un monde parfait n'existe pas et on est obligé de vivre ces expériences-là pour se construire. Mais pour la maman, elle ne le comprend pas forcément. Ben oui, mais la mère surprotectrice, elle agit par amour, mais bloque l'autonomie par peur. D'accord. C'est vraiment par peur. Hein. C'est-à-dire, elle a peur. Mais la mère toxique, non. Elle manipule elle manipule pour contrôler et satisfaire ses propres besoins à elle. D'accord. C'est pour être à l'image.
C'est pour être à l'apparence. C'est ça la différence. La mère surprotectrice, elle fait ça par peur. Par exemple, elle a peur que son enfant, par exemple, sorte jouer avec les petits-enfants à l'extérieur. Un enfant qui reste seul à la maison, par exemple, elle ne le laisse pas réchauffer son repas parce qu'elle a peur qu'il se brûle ou qu'il fait tomber l'assiette sur lui ou quelque chose. Par exemple, une maman avec l'âge, l'adolescence et tout, quand l'enfant veut sortir avec ses camarades, avec ses copains et tout, elle a peur de la fréquentation, qu'il lui arrive quelque chose, un accident ou tout ça. C'est vrai qu'il y a un excès dans la surprotection, mais c'est vraiment par peur, pas par satisfaction de ses propres besoins et de dire non, ça ne doit pas se passer comme ça. Moi, je sais que c'est pas comme ça, que ça doit se faire de cette façon. C'est-à-dire, elle bloque réellement son autonomie par contrôle. Beaucoup plus par contrôle. C'est-à-dire, il faut faire la différence entre peur et contrôle. La surprotection, c'est par peur et la toxicité, c'est par contrôle. Très bien. Nous avons un premier appel. Nous avons Faiza qui nous appelle d'Alger. Bonjour Faiza. Oui, bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va, je vous remercie. Alors, vous voulez témoigner? Oui. J'ai un petit témoignage. En fait, je voulais d'abord vous remercier pour le thème. J'avais appelé la dernière fois pour le thème de l'adolescent. Et aujourd'hui, je trouve aussi que le thème est très intéressant, surtout que je suis témoin d'une situation dont j'aimerais vraiment témoigner. J'ai une voisine qui habite au-dessus de moi. Je pense qu'elle est toxique. En fait, c'est le mot. Parce qu'avant, je n'arrivais pas à donner un mot sur son comportement, mais c'est la dame qui crie depuis le petit matin jusqu'au soir. C'est une femme qui ne s'arrête pas de crier et des cris vraiment alarmants qui me font moi-même peur en tant qu'adulte. Wow. Alors elle blâme tout le temps ses enfants, elle les blâme même, c'est-à-dire au niveau des escaliers, c'est tout le temps des cris qui font peur. Et en revanche, j'entends le cri de secours de ses enfants. Et je témoigne vraiment parce que les enfants, ils n'ont pas des cris d'enfants, c'est pas des pleurs normales, tellement ils sont terrorisés. On remarque la détresse à travers les cris. Et c'est une personne qui ne s'arrête pas de crier et de râler à longueur de journée, partout, tout le temps. Donc, est-ce qu'on peut la définir comme une maman toxique ou une maman dangereuse? D'accord, merci Faiza pour votre témoignage. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie madame. Merci. Si vous voulez vous aussi nous appeler, le numéro s'affiche en bas de votre écran. Si vous voulez témoigner ou poser une question, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'une maman qui crie à longueur de journée est une maman toxique ou pas? Non, pas spécialement. C'est des mamans qui sont souvent dépassées et qui ne savent pas gérer, qui sont mal organisées, ne savent pas gérer leur programme entre s'occuper des enfants, entre les tâches à faire, parce qu'elles ne se donnent pas elle ne se donne pas ce temps pour elle-même, d'accord? Et c'est une question juste d'organisation. Pour évaluer et de dire qu'une maman est toxique, là, il faut vraiment tout un bilan. Il faut cohabiter avec la personne, vivre les événements avec exactement, la personne. vivre et savoir comment a été son enfance, comment a été son vécu, comment elle a développé sa personnalité pour dire que c'est une maman toxique. Voilà. Parce que là, le mot toxique revient souvent, le mot pervers narcissique aussi revient. C'est des mots il revient souvent. C'est des mots à la mode. Voilà. J'ai connu un homme pervers narcissique, j'ai connu une femme pervers narcissique, ma mère est narcissique, d'accord? On pourrait parler aussi, il y a la toxicité, il y a la perversion narcissique, c'est-à-dire vouloir faire du mal, et il y a aussi la manipulation. C'est-à-dire une mère pervers narcissique ou une mère toxique peut être manipulatrice. Un manipulateur ou une manipulatrice ne peut pas systématiquement être une personne pervers narcissique. Là, je reviens juste au mot, c'est pas dans le terme systématique, mais bon, je dirais parce que c'est des mots qui sont vraiment très à la mode et qui courent souvent dans... C'est utilisé un peu à tort et à travers, sans forcément connaître la définition. Alors une maman qui crie beaucoup, pas forcément qu'elle est vraiment... ou non, du tout pas, au contraire. C'est une maman qui peut être mais bon, dépassée, qui peut nuire au développement de l'enfant, au contraire. Voilà. Oui. Alors, nous revenons un peu sur l'impact, justement, comment... Ces comportements de maman toxique affectent-ils le développement de l'enfant? Oui, ça développe, émotionnellement, l'enfant développe une faible estime de soi, il manque de confiance en lui, il y a des difficultés relationnelles aussi, par la suite il aura peur d'affronter les autres ou de faire des amis, il se sent toujours jamais à la hauteur, je ne sais jamais faire les choses bien, c'est-à-dire pour lui il est toujours nul.
D'accord. Il y a l'anxiété, la culpabilité, il y a les angoisses, et c'est des enfants en général qui finissent par un état dépressif, par des dépressions. Voilà. Ou qui finissent par la suite des délinquants. D'accord. Voilà, parce qu'il y a le sens contraire, c'est-à-dire soit ils sont dans la soumission, et soit ils sont dans la rébellion et dans l'agressivité. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'un père peut être toxique, toxique aussi? Est-ce que ça existe? Et quelle est la différence entre un père toxique et une mère toxique? S'il y a une mère toxique, il y a un père toxique. La mère toxique joue sur l'émotionnel et l'affection, et beaucoup plus le père joue sur l'autorité et l'ignorance, l'indifférence. C'est ça la différence qui fait entre l'homme et la maman et le papa, parce que ça revient aussi au socio-culturel. La maman est plus dans l'affection, dans la douceur, c'est-à-dire elle masque ça par l'affection, et le papa marque ça par l'autorité ou l'ignorance. D'accord. Voilà. Alors, quels sont les impacts à long terme sur les adultes ayant grandi avec une mère toxique? Moi, j'utilise toujours mes feuilles. Oui, il n'y a pas de souci. Je reviens toujours à ça pour ne rien rater, mais bon. Alors, un adulte qui se développe, un enfant qui se développe dans un milieu avec mère toxique, ou père toxique aussi, c'est-à-dire dans un environnement toxique, familial toxique, devient un adulte qui a une très faible estime de soi. Il se fait manipuler facilement par l'extérieur. Il se sent toujours incapable, il se sent toujours nul, il n'est bon à rien. Ça, c'est un premier truc. Il y a un sentiment du non-mérite aussi. C'est-à-dire, il n'arrive pas à voir les choses. C'est-à-dire, si quelqu'un lui propose quelque chose, pour lui, il ne mérite pas, c'est trop pour lui. Alors, il se contente de ce qu'il a, et il est vraiment très, très rabaissé par lui-même déjà. D'accord? Voilà, c'est-à-dire le sentiment commence par lui-même que par l'environnement. Alors, il y a une difficulté à faire confiance aux autres. D'accord? Ah oui, beaucoup. Il ne peut plus faire confiance. Sa figure d'attachement première, on va dire, l'a malmené. Donc, logiquement, c'est pour ça aussi qu'il a du mal à faire confiance aux autres? Il a été tellement malmené, oui, qu'il a peur que les autres réagissent mal avec lui. Et comme il a perdu confiance en lui, alors pour lui, tout est danger de l'extérieur. D'accord. Voilà. Il y a aussi le sentiment d'échec constant. Pour lui, toujours, il ne peut pas réussir, il ne réussira jamais. C'est une personne qui a besoin d'être rassurée tout le temps? D'être rassuré, il cherche aussi toujours cette approbation de l'autre. D'accord. Et au contraire, ça pourrait être des personnes très perfectionnistes. D'accord. Et l'impact qui est le plus dangereux, je dirais, qu'ils deviennent eux-mêmes toxiques. Ça peut se transmettre, on va dire. Pas se transmettre. Pas forcément. Oui, ça se transmet par... c'est le milieu qui fait. C'est le milieu qui fait. C'est le développement de la personnalité se fait de cette façon. Voilà, il se fait de façon inconsciente. Et l'enfant en lui devient cette personne parce que pour lui, ça doit se faire de cette façon. Les réactions, les relations doivent se faire de la façon dont maman ou papa était avec moi. Voilà, c'est l'exemple qui suit de maman. C'est l'exemple, parce que l'enfant apprend par imitation. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être eux-mêmes, le parent doit être lui-même l'exemple pour ses enfants. Et quel mécanisme de défense les enfants développent-ils face à une mère toxique? Qu'est-ce qu'ils font? Ils montrent un manque de confiance en soi. Voilà. Ils cherchent constamment l'approbation de l'autre, on vient de le dire. Ils sont dans la soumission. Ça, c'est des enfants qui sont dans la soumission. D'accord? Ils n'arrivent pas à faire leurs demandes. Ils n'arrivent pas... Ils sont toujours constamment sur les regards de la maman. Est-ce qu'elle est contente? Elle n'est pas contente aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dès qu'ils rentrent? Est-ce que maman est en forme? Peut-être j'ai mal fait les choses. Toujours cette peur qui est présente. Il y a des enfants qui développent par la suite la rébellion, c'est-à-dire c'est le deuxième, se montrent hyper indépendants, ils n'ont besoin de personne. Ils sont dans l'opposition, c'est des enfants qui sont réellement dans l'opposition, d'accord? Ça crée le conflit entre maman et enfant, c'est-à-dire ils sont toujours contre ce que dit le parent, d'accord? Ils s'opposent. Et il y a des enfants qui sont dans l'évitement, ils évitent les situations pour ne pas rentrer dans ces conflits-là.
Est-ce que les mamans sont conscientes justement qu'elles sont toxiques? Est-ce qu'on prend conscience qu'on est toxique? Il y a deux types. Hein. Il y a des mamans qui sont conscientes, il y a des mamans, et c'est vraiment rare, elles sont conscientes, mais cachent ça par l'amour. Pour elles, c'est parce que c'est elle qui connaît plus ce qui est bon pour son enfant, d'accord? Voilà, pour elle, c'est comme ça. Par contre, il y a la majorité, je dirais la grande majorité, qui ne sont pas conscientes, parce que c'est un schéma qu'elles sont en train de suivre depuis par rapport à leur vécu, à leur éducation, au milieu familial qu'ils ont eu. Et pour elles, c'est comme ça que ça doit se faire et que l'enfant doit être élevé de cette façon. Justement, c'est comment la culture dans laquelle on a vécu influence, parce que pour les mamans, beaucoup de mamans se disent « oui, c'est mon enfant, c'est moi qui sais de quoi il a besoin, ce qui lui manque, ce qu'il lui faut ». Justement, ça influence, c'est ce qui... Parce que j'imagine que beaucoup de mamans se disent « oui, mais j'ai l'habitude de dire ça, est-ce que ça veut dire que je suis une maman toxique ?» Parce que beaucoup de mamans se le disent, oui, c'est mon enfant, c'est moi qui sais ce qui est le mieux pour lui. Il y a le côté culturel qui est très important. Justement. Oui, il y a le côté culturel. Je parlerai de notre culture. Notre culture donne une place un peu spéciale à la maman, d'accord? Aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, à la première partie aux chroniques, il y a le côté possessif. Hein. Nous, vraiment, on est une société qui est vraiment dans la possessivité. On ne crée pas cette autonomie chez l'enfant. On ne prend pas l'enfant comme une part entière, d'accord, qui a le droit d'avoir sa vie, ses choix, qui a le droit de faire des essais, qu'il est dans une vie où il doit apprendre, faire des essais, faire des erreurs pour apprendre encore plus. C'est de là qu'il va construire son image sur lui-même, qu'il pourra mettre ses limites, qu'il pourra... avoir des valeurs claires, qu'il aura des principes spécialement à lui, qu'il priorisera ses objectifs à lui. Nous, on est vraiment sur une image, je dirais bien, moi, c'est une notice, comme je le répète à chaque fois dans mes thérapies. On est sur une notice qu'on doit suivre, que mon grand-père a été élevé comme ça, mon arrière-grand-père a été élevé comme ça, mes parents ont été élevés comme ça, je dois élever mes enfants de cette façon. Voilà. On ne prend pas l'individu ou dans la famille comme un être à part qui a le droit d'avoir son image à lui-même. Il y a aussi un problème dans notre société. Une fois que les femmes se marient, ou les hommes, surtout les femmes, je dirais, leur raison d'être devient leurs enfants. Oui. Voilà. On oublie qu'elles ont une part. Voilà. Je dirais pas un sacrifice. Hein. Et ça devient une obligation. C'est comme si c'était une obligation. On oublie qu'on a notre part à nous-mêmes, qu'on a notre 50%, je dirais, pour maman, 50% pour papa, pour avoir le 50%. Couple d'abord et ensuite le 50% pour la famille, les enfants. On a été d'abord indépendant, être à part. Ensuite, on a été couple pour qu'on soit à part la suite, famille. D'accord? C'est-à-dire, si on n'a pas notre propre estime de nous-mêmes, nos propres choses qu'on veut faire, les choses qui nous font plaisir et tout ça, on ne pourrait jamais donner à l'autre. On va donner quelque chose qui est au-dessus de nous et on va se vider. Et qu'est-ce qu'on donnera par la suite? On donnera... Et pour se montrer, parce qu'il y a de la culpabilité qui rentre, hein, parce qu'il y a le moi intérieur qui dit « moi, je suis où dans tout ça ?» Et comme on n'a pas le droit d'exprimer ça, d'accord? On n'a pas le droit de dire « qu'est-ce que j'ai fait pour moi jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai fait pour moi depuis que je me suis mariée ou que j'ai eu des enfants ?» Comme on n'a pas le droit de le faire, c'est-à-dire le comportement devient inverse avec les enfants. D'accord? On rend ce manque qu'on n'a pas eu avec nous-mêmes sur l'environnement qu'on a eu. Il faut savoir prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Il faut donner du temps pour soi, même pour les mamans. Il faut prendre du temps pour soi, surtout pour les mamans, parce que c'est ce que vous dites. Une fois mariée avec des enfants, c'est les enfants et le mari qui passent avant tout. Et puis nous, il faut se poser la question, à quel moment, je pense, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Bien sûr. C'était quand la dernière fois où j'ai pris un moment pour moi uniquement? Exact. Et je pense que beaucoup de mamans vont se dire, je ne sais plus, je ne sais pas. Ça n'existe pas. Voilà. Elles ne savent même pas s'asseoir avec elles-mêmes. D'ailleurs, je dirais, là, il faut juste revenir. Hein. Avant d'être maman, on était femme. Oui.
D'accord. Il y a le côté féminin qui est présent. C'est-à-dire le rôle de maman est venu bien après. Quand il y a eu, c'est-à-dire il y a eu présence de quelqu'un d'autre pour que j'ai pu être maman. D'accord. Je parlerai aussi, peut-être je pourrais rajouter l'estime de soi. Ça va revenir à l'estime de soi. Et l'estime de soi, la valorisation de soi, vient aussi du milieu où on a été élevé. On n'a pas vu nos mamans prendre soin d'elles-mêmes systématiquement. Et si une maman prend soin d'elle dans notre société, c'est qu'elle lâche les enfants. Elle-même, elle commence à culpabiliser. Et je reçois souvent en thérapie ça. D'accord? Si une maman commence à prendre soin d'elle, déjà le fait de travailler à l'extérieur, pour elle, elle est en train d'enlever un droit ou une partie des droits de ses enfants. Voilà, et ça c'est faux. Ça fait l'équilibre de la maman et c'est une question d'organisation. Il ne faut pas oublier aussi que les enfants sont une partie à la maison, alors ils doivent avoir aussi une responsabilité. C'est vrai, quand ils sont jeunes, c'est beaucoup de travail, c'est-à-dire qu'il faut être présent beaucoup plus, mais par la suite, c'est une part entière et ils ont une fonction à la maison, c'est un partage de responsabilité à la maison. Exactement, et ça s'instaure dès le jeune âge, où on fait comprendre que chacun a sa responsabilité à la maison, que maman n'est pas là pour être partout, pour tout le monde, et il faut qu'elle ait un moment pour elle aussi. Oui, voilà. il faut développer l'autonomie de l'enfant un maximum. Ça, c'est l'idée de l'Occident, et c'est vrai que des fois, ils sont dans l'abus, mais en base, la base est vraiment plus logique que nous. Alors, on parle de thérapie aussi pour les adultes ayant grandi avec une maman toxique. Oui. La thérapie existe, il y a moyen de... On va dire que grandir avec une maman toxique, se rendre compte que sa maman est toxique, même à un âge plus avancé, l'éviter, ce n'est pas la solution. Éviter la maman, ne plus voir la maman, ce n'est pas la solution. Non, du tout pas. Oui. Alors, la première des choses, il y a les thérapies individuelles, mais avant d'aller à la thérapie, c'est la prise de conscience. Il faut que la personne en elle prenne conscience qu'elle a subi ou qu'elle a été dans un milieu toxique qui a fait d'elle cette personnalité qui est instable, qui est déséquilibrée, qui fait les choses mal. Il y a des gens qui se rendent compte avant qu'ils n'aient des enfants, il y a des gens qui se rendent compte une fois qu'ils sont parents. Mais je dirais qu'il y a toujours une solution et ça se règle à tous les coups. La première chose qu'il faut, c'est la prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a la thérapie individuelle, c'est la prise de conscience. Ensuite, on va aller sur une reconstruction de personnalité. C'est essayer de sortir tous les traumas, c'est prendre conscience que réellement, je n'étais pas responsable de toutes mes actions parce que j'avais pas le droit ou c'était pas mon rôle en étant enfant d'avoir, j'étais pas en mesure, c'est plus j'étais pas en mesure de me construire moi-même seule. D'accord, c'est de prendre conscience que le comportement était le comportement du parent en lui, qui n'était pas adéquat, qui n'était pas approprié, d'accord, qui était dans l'excès de contrôle. Par la suite, c'est d'accepter que je sois élevée comme ça, avec ses manques et avec ses traumatismes. Et j'accepte aussi que ma mère ou mon père soit ce parent toxique, parce que lui-même, conscient ou inconscient, d'accord, l'inconscient, peut-être on pourrait... un parent inconscient, peut-être, on dit qu'il a subi, mais bon, avec le temps, tellement que ça impacte la personne en elle, on peut ne pas justifier ça, mais il faut juste l'accepter tel qu'il est. Il faut aussi changer soi-même. Je dirais qu'il ne faut jamais penser à changer le parent en lui, parce que ça ne sert à rien. Changer soi-même, d'accord? Être cette personne qui est claire avec elle-même, construire sa propre personnalité, être dans l'équilibre, savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, avoir une clarté avec ses valeurs, ses principes, ses objectifs. Et par la suite, je vous dirais que ça pourrait stimuler aussi le parent, qu'ils peuvent prendre conscience, d'accord? Et si ça ne se fait pas, juste à accepter et à aller à un devoir envers les parents qui est le respect. Et on finit sur ces mots-là. Un dernier conseil, parce qu'on est déjà arrivé à la fin de cette émission, il y a beaucoup de choses à dire, je sais. Mais un dernier conseil, s'il vous plaît, pour clore cette émission. Voilà. Je dirais qu'il ne faut pas douter de vous, il ne faut pas dire que systématiquement on est toxique. Vous êtes beaucoup plus sur la surprotection. Revoyez un tout petit peu votre vécu.
votre milieu familial, votre vécu. Essayez de faire sortir tous les traumas que vous avez vécus et essayez de comparer entre ce que vous êtes en train de faire et ce que vous avez subi de votre environnement. Pour essayer de faire la différence, n'hésitez pas à demander de l'aide. C'est très, très important parce qu'on ne peut pas évaluer ça seul. C'est un sujet très, très délicat, d'accord? Demandez de l'aide et vous allez le trouver. Voilà. Merci, Madame Nesrine Silmed. Vous êtes psychologue. Merci pour votre participation. Avec plaisir. Plaisir partagé. Merci à vous aussi de nous avoir suivis jusque-là. Moi, je vous donne rendez-vous demain à partir de 10h30 en direct sur Canal Algérie pour la dernière de l'année 2024. Préparez vos résolutions et appelez-nous surtout. Donc, je vous dis bonne journée avec le reste des programmes de Canal et à demain.